également. Et ça se sent dans le livre, ce mélange de ces trois champs. Il a été fonctionnaire, travailleur communautaire, il enseigne le français dans un collège également. Il a publié plusieurs textes intéressants dans Le Devoir à travers les années, et aussi dans des revues au Québec et en France. Donc, évidemment, on va le connaître un peu plus ce soir et je vais lui passer la parole tout à l'heure. Et puis, je m'excuse à l'avance de prendre un petit peu de temps pour faire la présentation parce qu'on a des choses à présenter. Je vais lui laisser le soin de présenter Kostas Axelos, qui est un penseur aussi important que méconnu, je dirais, autant au Québec qu'en France. Et je vais peut-être tout de suite présenter rapidement la nouvelle série Philosophie continentale chez Nota Bene. Évidemment, on va la découvrir au fil des parutions, mais peut-être je dirais que c'est un geste. Parfois, c'est bon de nommer les choses, et puis juste de dire philosophie continentale, ça me semblait important. Nota Bene publie la philo continentale déjà depuis plusieurs années dans différentes collections. Puis des fois, c'est important de nommer les choses. Par exemple, je pense que la philosophie est à un moment important. Il y a une crise, on pourrait dire, de la postmodernité. On en reparlera tout à l'heure. Et je pense que ce qu'on propose avec cette collection-là va peut-être amener un peu de vivacité, peut-être relancer la pensée vers un nouveau devenir. Je peux peut-être juste lire la présentation de cette série pour vous donner une idée. Alors, l'expression philosophie continentale est parfois utilisée par les penseurs de tradition anglo-saxonne pour désigner l'autre philosophie occidentale, c'est-à-dire celle issue principalement de l'Allemagne et de la France. N'est-il pas intéressant de voir que la philosophie continentale peut être relancée dans un sens positif, affirmatif, depuis le contexte culturel singulier du Québec? Cette série entend exprimer la reconnaissance et le prolongement d'une communauté de pensée large et plurielle qui relie d'un fil invisible les héritages de la phénoménologie, de l'herméneutique, de l'existentialisme, du structuralisme, de l'école de Francfort, de la psychanalyse, de la déconstruction et de la philosophie féministe. Donc, vaste programme, mais je pense qu'on verra que, comme le livre de Michel, ce qui est important, c'est la tension qui peut exister entre un héritage philosophique et on pourrait appeler ça le jeu du monde avec Axelos, la tension entre le vivant et la pensée. Et donc, pas seulement là, de faire une collection, je dirais que c'est pas un musée de la philosophie passée, mais plutôt un musée vivant. Donc, peut-être souligner aussi que il y a beaucoup de livres qui sortent, il y a beaucoup de choses qui se font, mais je pense que des fois, c'est important de voir qu'il y a des gestes qui sont importants à poser, parce qu'au Québec, on sait qu'on est créatif, qu'on est émotif, mais je ne sais pas si on sait encore qu'on est capable de penser. Donc, c'est important de valoriser ça, de créer des espaces, je dirais, où la pensée peut se déployer à son aise. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Michel Mallette qui va présenter, je crois, son livre et son auteur aussi. Merci beaucoup, Nicolas. Premièrement, je remercie tout le monde d'être ici ce soir. Je suis vraiment touché. C'est un peu spécial pour moi de faire un lancement d'un ouvrage. Est-ce que tout le monde entend bien? Oui. Là, c'est bon. Je recommence, vous avez compris. Bon, premièrement, je voudrais remercier, comme j'ai dit tout à l'heure, tous ceux et celles qui sont ici ce soir. Je voudrais remercier sincèrement les éditions de Nota Bene, notamment Guy Champagne, le directeur, qui est ici, là-bas en arrière, et Nicolas Lévesque, qui est ici près de moi. Et je pourrais dire aussi que, premièrement, merci d'avoir vu l'orientation inédite que j'ai essayé de faire avec le livre et aussi d'avoir cru à la publication. Puis avec Nicolas, je peux dire aussi que il m'a accompagné dans tout le travail technique du processus d'édition. Puis je peux dire que ça a été un travail agréable et efficace. Merci Nicolas. Concernant Kostas Axelos, parce qu'il n'est pas connu, même dans les universités au Québec, il n'est presque pas connu, sauf peut-être une ou deux personnes. En France aussi, en Europe, méconnu, malgré une vingtaine d'ouvrages publiés. Mais comme il l'a dit lui-même,
comme premier penseur métaphilosophique, il disait que la reconnaissance n'est pas si facile que ça. Mais pour ouvrir l'orientation, je vais commencer par une citation que vous allez voir au début du livre. Ça va donner le ton de la pensée que j'ai essayé de faire voir et comprendre, le ton que lui a avancé. La citation est de Albert Einstein. Ça dit, en passant aujourd'hui, c'est vraiment bizarre, Nicolas. Ouais. J'ai lu dans le journal, puis aux nouvelles, iPhone 6 vient de sortir aujourd'hui, en même temps que... Ouais, puis il y a des gens qui ont campé. Incroyable. Donc, on comprend très bien là, que le développement technologique, il est vraiment suprême. Il manque un peu d'horizon nouveau à l'époque d'aujourd'hui. iPhone est très populaire à comparer à ce qu'on parle ce soir. Mais parce que je regardais les nouvelles aujourd'hui, et le journal, iPhone 6, Apple, ça coûte un 600 $ à peu près. À peu près, hein? Donc, Reinhard, étais-tu au courant que l'iPhone 6 vient de sortir? Tu parles de la technique dans ton livre. Oui, on parle de la technique. D'ailleurs, après, merci Nicolas, tu viens de m'inspirer. Après la citation d'Einstein, je vais lire une citation d'Axela sur la technique. Bon, la citation d'Einstein dit ceci. Puis, quand j'ai vu cette citation-là, quand je l'ai vue, j'ai dit, je ne peux pas choisir mieux pour orienter la pensée de la conscience excellente. Elle dit, il devient indispensable que l'humanité formule un nouveau mode de pensée si elle veut survivre et atteindre un plan plus élevé. Ça donne le ton un peu là. Et pour enchaîner sur ce que je viens de dire là, à propos d'Apple puis iPhone, la technique, une citation que j'ai citée à la page 49, d'ailleurs, dans son livre Vers la pensée planétaire, Aksela s'écrit avec pertinence. Là, je cite. Ainsi, au travers du et à travers le déploiement de la technique, surgit et surgira la puissance de la pensée. Individus et peuples auront à l'affronter de quelque manière que ce soit, et par ce qui se fait et par ce qui saurait. Ce n'est pas qu'on méprise la technique, au contraire, mais elle fait d'ailleurs, la technique fait partie même du devenir du monde. Elle fait partie du devenir, c'est comme un nouvel enjeu, une nouvelle absolue. Avant, il y a eu la nature chez les Grecs, Dieu judéo-chrétien. Après ça, l'homme moderne. L'homme a été l'absolu à partir de la Renaissance. Mais là, c'est la technique qui commence à nous gouverner. Il dit, dans le dialogue duel homme et monde, s'affrontent étrangement la technique et la pensée. Écoutez bien la suite, puis moi, je suis d'avis, là. Le sens du monde est suspendu à cet affrontement et demeure en suspense. Parce que l'horizon du jeu, c'est aussi l'horizon du suspense. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des relations d'incertitude. Donc, en parlant de technique... Tu m'inspires à mon tour. On peut partir sur la technique, c'est un sujet important de ton livre. Il y a une critique de la modernité, je dirais, dans ce livre-là. Si on y va au niveau de l'histoire de la pensée, puis l'histoire même Chaque générale. chapitre est un peu un niveau pour aller à l'autre chapitre. Puis le dernier chapitre, c'est un crescendo. Oui, peut-être on peut le présenter comme ça. C'est un livre qui est philosophique, mais aussi, je dirais, dans la praxis aussi, on pourrait dire, dans le sens où il y a plein de choses sur la santé, sur l'éthique, sur la technique, sur même le Québec, la gouvernance mondiale. Donc, c'est une philosophie qui s'incarne de plusieurs façons. Puis la critique de la technique est évidemment quelque chose d'important aujourd'hui. Puis c'est pas la technique elle-même, comme tu dis, parce que de toute façon, l'écriture elle-même est une technique, mais l'idéologie de la technique qui est au pouvoir actuellement, c'est une idéologie que tu fais remonter, entre autres, à loin, mais aussi à la modernité, c'est-à-dire aussi à ce moment qu'on pourrait dire, pour simplifier, de la négation, on pourrait dire de Dieu et d'une instance suprême, et qu'ensuite l'homme s'est senti important et puissant, et là c'est toute l'idéologie de la science, du progrès, de la technique, de la conscience, de la science, du progrès, de l'ego, et je pense que tu montres bien dans ton livre pourquoi la postmodernité a été importante pour critiquer tout ça. Et maintenant on serait rendu à un autre
stade avec Kostas Axelos qui serait... Je vais juste expliquer quelque chose. Vas-y. C'est que dans la pensée, c'est parce que Kostas Axelos est le premier penseur métaphilosophique. Puis la pensée métaphilosophique, si je peux la résumer, là, parce que des fois les mots, on sait, hein, Christina, en langage, en enseignant le français, que non, mais il y a une petite phrase importante en théorie du langage, c'est que le mot n'est pas la chose. Hein? Si je dis maison, la maison est beaucoup plus que le mot. Hein? Il y a de l'économie, il y a de la construction. Mais on a besoin des mots pour nommer et parler et dire des choses. C'est comme la carte n'est pas le territoire. Hein? Si on fait une carte géographique, c'est pas le territoire. Le territoire est beaucoup plus. Puis, c'est que la pensée métaphilosophique, si je peux résumer, c'est qu'elle dépasse la philosophie depuis le début, de Platon à Hegel, parce que ça a été la philosophie classique métaphysique. Après, avec Marx et Nietzsche, il y a un retournement qui veulent abolir justement l'horizon métaphilosophique qui était trop idéaliste, puis etc. D'ailleurs, j'en parle un peu dans le chapitre 1. Puis, la pensée métaphilosophique, le mot le dit, ça dépasse, mais ça intègre tout ce qui fut dit pour le repenser. Puis ça intègre aussi toutes les dimensions du monde. Elle déborde la philosophie, parce que c'est une pensée multidimensionnelle, donc toutes les dimensions sont intégrées, que ce soit la religion, l'éthique, la science, l'économie, la sociologie, parce que tout fait partie du monde. C'est l'être en devenir de la totalité qui comprend tout, y compris même le verre. C'est pas rien, là, il fait partie du monde. C'est un étang qu'on appelle ça en ontologie heideggerienne. Pour faire le spécialiste. Je vois le pédagogue en toi, hein? Ça paraît que t'enseignes. Donc, on va continuer dans cette mode-là. Parce que tu parles beaucoup du devenir, peut-être qu'on peut mentionner Héraclite, qui est comme un auteur très important dans ce livre-là, c'est-à-dire que une des idées de la philosophie continentale que Michel, c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon livre pour commencer la série, c'est qu'il y a eu à divers moments de l'histoire de la philosophie continentale l'idée que la philosophie tirait à sa fin puis qu'il fallait donc revenir aux sources d'une certaine façon, puis vers les présocratiques notamment, puis et des gens comme Héraclite qui ont dit des choses merveilleuses qui sont indépassables, c'est une source intarissable d'inspiration comme c'est lui qui a dit qu'on n'entrait jamais deux fois dans le même fleuve. Ça, c'est une pensée importante que je parle. On n'entre jamais deux fois dans le même fleuve. Le fleuve, c'est l'image du devenir. On vit une fois. On est une fois dans le devenir, on ne rentre pas une deuxième fois. Donc, il faut des fois augmenter la compréhension du monde pour peut-être avoir un plus dans nos vies. Hein? C'est ce que j'essaie de faire voir là-dedans. Et quand il parle d'Héraclite, j'avais préparé un paquet de notes. Je me pensais au collège Platon. Non, mais tu sais, j'avais préparé des notes, puis là, j'improvise, mais à la fin, j'improvise. Le collège Héraclite. Oui, c'est ça, le collège Héraclite. Non, mais le collège Platon, c'est quand même spécial. Hein? Platon, c'est le premier penseur, philosophe, métaphysicien. Héraclite, c'est un présocratique. D'ailleurs, les présocratiques, surtout Héraclite, ça a été la première ouverture. Parce qu'avec lui, avec les Grecs, on nomme le monde. Il y a tous les mots, théos, logos, même la technique vient du mot grec. Mais par contre, il y a eu une ouverture dans d'autres places que j'appelle des hauts lieux à cette époque, il y a 2500 ans, en Asie, en Chine, en Inde avec les Védas, les Upanishads, en Chine avec le Tao et Confucius, en Perse avec Zoroastre, d'où Nietzsche qui a repris Zoroastre pour faire ainsi parler Zarathustra, parce qu'il voulait corriger Zoroastre qui avait fait trop de morale. Dans mon chapitre 3, sur religion éthique, religion sacrée, poétique, j'intègre Jésus là-dedans, je le réhabilite, je le décrétinise, mais je le corrige. La béatitude qu'il a parlé, c'est pas après la mort, c'est pas quand tu es cadavre, c'est quand tu es vivant. J'en parle de ça. Puis je le fais. Je fais aussi... ça, c'est spécial. Quand Nietzsche a perdu la vie lucide, quand il a perdu sa lucidité, une des dernières paroles a été « Ça serait intéressant un jour de réconcilier Dionysos et le Christ. » Bien, je l'ai fait.
Je l'ai fait, sans farce aussi. Oui, tout à fait. Puis je vais raconter une anecdote, parce que le lancement, pour que ce soit agréable, aussi, j'en ai une à la fin qui comprend Roméo, d'ailleurs, qui fait partie de l'anecdote finale. Il y a à peu près une dizaine d'années, parce que chez moi, des fois, je pratiquais des choses. Puis un jour, j'avais lu cette phrase-là de Nietzsche, mais je ne savais pas quoi faire. J'étais là. Puis à un moment donné, j'ai dit, essayer une expérience en face, Nicolas. Une expérience, j'allume la télé le dimanche matin, puis c'était une messe, chant grégorien. Puis là, j'ai essayé de réconcilier Christ puis Dionysos. Puis là, j'ai mis les Rolling Stones puis Theodorakis. Dionysos. Puis là, j'entendais les deux sons. Ben j'ai dit, ça y est. Puis là, tu sais, j'essaie de me concentrer cosmiquement. Puis c'est quelques années après que j'ai pensé à écrire dans mon chapitre, tu sais, j'ai eu ce flash-là. Mais quelle surprise, 5 ans après j'ai fait cette expérience, ben j'ai vu une chanson des Rolling Stones pendant une messe dans le film Crazy. Tu te rappelles? Tout le monde a vu Crazy ici? Hein, au commencement, j'ai tabaslac. Puis là, ben, mais c'est plus sérieux, là, tu sais, puis il ne faut pas s'éterniser là-dessus non plus, c'est juste une expérience. Non, mais c'est important ce que tu dis, que c'est-à-dire que, tu vois, historiquement, tu montres bien qu'après la négation de la religion, l'autre mouvement, c'est de revenir à un certain sens du sacré. Puis ça, c'est important. Ouais, ça, à la fin, d'ailleurs, c'est ça qui est l'objectif du chapitre, parce que je commence avec la phrase de Nietzsche. Quand il a annoncé la mort de Dieu, ça veut dire aussi la mort des significations transcendantales puis des vérités éternelles qui ont régi le monde pendant des siècles au Moyen-Âge, qui s'est effondré. C'est ça que ça veut dire, aussi, la mort de Dieu. J'en parle d'ailleurs. Je ne peux pas tout expliquer ce soir. Là. Mais ce que je voulais dire, c'est que à la fin, je fais un lien avec ma phrase du début, parce que je prends la phrase de Nietzsche, il dit « Après la mort de Dieu, quel jeu sacré pourrions-nous inventer? » Ben, j'essaie de faire expérimenter ça à partir de citations d'Axella et de Rimbaud. Vous allez voir, là, ça peut être spécial comme méditation. C'est pas des vérités fixes. La pensée est fluide aussi. C'est des méditations pour continuer. D'ailleurs, il y a des choses à continuer là-dedans. Ouais. Je vais y revenir plus tard. Puis, j'ai perdu mon lien du début. On peut aller dans Rimbaud, c'est une bonne idée. Je pense que on parle aussi d'Axella, ça n'a pas de l'air, mais on en parle à travers tous ces auteurs-là parce que la filiation que tu fais, c'est entre autres Héraclite, Nietzsche, Rimbaud, Axelos. Je veux juste faire une mise au point ici. Justement, le lien entre vraiment Axelos, j'aimerais le remercier aussi s'il était ici, parce que, comme je l'indique dans mon introduction, c'est un grand penseur méconnu, c'est un génie qui est méconnu encore, qui va être reconnu plus tard, parce que si vous avez la chance après de lire certains de ses ouvrages, vous allez voir qu'il y a une précision incroyable, puis c'est comme une ligne de crête sa pensée, puis en même temps il y a de la sérénité, il y a de l'intensité. Mais c'est parce qu'il fait le retour avec les présocratiques, parce qu'avec les présocratiques, surtout Héraclite, l'intelligible, l'ontologique, le concret et l'empirique sont unis. Les présocratiques vont essayer de penser comme ça. Il y a 2500 ans, mais c'est juste des petits fragments qui ont été ramassés, des petites phrases, mais il y a eu des thèses de doctorat, puis des recherches, puis aussi, Héraclite est le premier penseur du jeu. La citation d'Héraclite, il a dit quelques fragments, là. Écoutez bien la phrase. Le temps est comme un enfant qui joue. Christina, peut-être, est au courant, c'est pas me traduire ça en grec. Oh. Je pense que non, Michel. Non? C'est l'ancien grec. Le temps est un enfant qui joue, déplaçant les pions. Puis les pions, ben, ça peut être n'importe quoi, même les atomes bougent. Hein? Tu sais, le temps, Après ça, il dit « innocence et royauté ». L'innocence du devenir que Nietzsche a repris. Il parle de là bien mal, mais il y a beaucoup d'aberrations, puis beaucoup de stupidité. Puis le jeu, chez Nietzsche, vient de là. Il y a plusieurs citations. Nietzsche est un penseur du jeu. Puis aussi, je dis à un moment donné, dans l'histoire, qu'il y a beaucoup d'effectifs, de fictifs, mais surtout beaucoup de sang, de sueur et de larmes.
Parce qu'il y en a de la bêtise dans l'histoire, quand on pense à ça. Mais il y en a encore d'ailleurs à certaines places dans le monde. Je n'aimerais pas les places. Des fois, ça m'enrage quand je vois ça le matin. Non, mais sans farce, tu sais, lapider des femmes et tout ça, là. Je te laisse parler, Nicolas, parce que quand on allume ma flamme, là... Non, surtout, elle laisse allumer. J'ai pas de problème avec ça. Mais, fait que ça va, le premier penseur du jeu, le temps est comme un... En plus, ces places-là, là, en plus, là, ben, il y en a qui prétendent que c'est une civilisation, en plus, ici. Emprisonner des gens, lapider des gens, mettre en prison des homosexuels, interdire de critiquer le gouvernement. Hey, c'est incroyable quand même, hein? Non, mais ça prouve qu'il y a des choses encore à améliorer dans le monde. Ici aussi, mais ici, c'est une autre affaire. On est une des places, on est rendu que peut-être que le développement technique, le développement des structures, l'équilibre avec les protections sociales, c'est avancé ici. Comparé à d'autres places, c'est vraiment avancé ici. Il y a des choses très bien faites ici. C'est d'autres pays qui ont des problèmes pourraient s'inspirer du Québec et du Canada de temps en temps. Ben oui, puis je vais faire un lien, que justement l'idée d'avoir toute cette structure sociale, c'est de pouvoir jouer. C'est comme quoi, il y avait ça chez Nietzsche, comme quoi l'évolution suprême, c'est de revenir à l'enfant qui joue. Bon, puis évidemment, il y a un lien avec Héraclite, mais je pense que si on fait une société... il y a un lien aussi avec la psychologie, la psychanalyse. Vous savez qu'en psychologie, en anthropologie ouverte, que j'appelle, j'en parle de ça, mais je vais laisser mes notes pour le moment, c'est que tout le monde connaît un peu la théorie de Maslow. Hein. Tu sais, il y a des besoins primaires, secondaires, sécurité. Puis quand ça, à un moment donné, il y a besoin de réalisation de projets. Mais au Québec, on est rendu une même. Les gens ne savent plus ce qu'ils veulent.